Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Talent français et je vais vous parler de Forestia. Pour rappel, ces vidéos Talent français ne constituent pas des conseils. Pour le conseil, il faut aller voir sur notre site et ainsi que pour une analyse complète de la valeur. Mais là, ça va être bien plutôt un coup de projecteur sur un acteur clé de notre économie. Forestia, donc, dont les origines remontent au début du XXe siècle, début 1914 pour être précis, quand Bertrand Faure, qui est un jeune diplômé d'école de commerce, pour une fois c'est pas un ingénieur, qui rachète un atelier de confection de sièges pour les tramways et le métro parisien. C'est alors un tout petit atelier avec 4 ouvriers. Et fort de son expérience, Bertrand Faure décide de se tourner également vers la sellerie pour les avions et les automobiles, et il acquiert des clients comme Voisin, Panhard ou De Dion-Bouton. En 1929, il aimerait bien améliorer le confort de ses sièges et donc il se porte acquéreur d'une licence de fabrication de suspension à ressort, le brevet EPEDA, EPEDA étant l'acronyme des patronymes de ses inventeurs qui étaient des Allemands. Voilà. Ce brevet permet au groupe de passer au stade industriel et la société industrielle Bertrand Faure, la SIBF, deviendra dans les décennies qui suivent le deuxième équipementier français et le leader européen du siège d'automobile. Un vrai succès donc, et de fait, petite digression qui est amusante, les sièges sont manifestement bien confortables puisque à l'heure de la sieste, les ouvriers de l'atelier s'y installent naturellement pour piquer un petit roupillon. Et en les observant, Bertrand Faure, toujours lui, a une idée. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le système EPEDA pour produire des matelas? Aussitôt dit, aussitôt fabriqué, et le tout premier matelas à ressort du monde sort des ateliers Bertrand Faure. Le produit va rapidement détrôner le traditionnel matelas en laine et changer la nuit des Français, pour toujours, au moins. En 1950, EPEDA passe du statut de brevet à celui de marque de literie. Destinée dans un premier temps au marché professionnel, notamment de l'hôtellerie, elle s'ouvre au grand public à partir de 1954 et va être élue numéro 1 de la literie française dans les années 1970. Donc voilà, Bertrand Faure, un groupe qui aura réussi à être à la pointe dans les sièges automobiles, mais aussi dans la literie. Le groupe va continuer sa diversification dans les années 1980 de manière parfois un peu hétéroclite. Notamment, ils vont racheter le bagagiste Delsay ou encore Ratier-Figeac, qui est un sous-traitant aéronautique du Sud-Ouest. Le groupe entre en bourse en 1982. Quelques années après, en 1988, Valeo, donc l'autre équipementier automobile français bien connu, tente une OPA sur le groupe qui s'appelle alors EPEDA Bertrand Faure. Et bon, EPEDA Bertrand Faure et son PDG de l'époque, Pierre Richier, sont assez récalcitrants. Donc en retour, ils vont réunir des fonds de financement et d'industriels amis du groupe, dont notamment Peugeot, Michelin ou encore Michel Thierry, qui est lui l'un des leaders européens du textile pour automobile. Et donc ce groupe d'investisseurs se porte candidat au rachat de l'entreprise en utilisant ce qui est à l'époque l'un des tout premiers LBO, donc qui permet par un effet de levier de trouver des emprunts gagés sur les actifs et le fonds de roulement de l'entreprise et donc permet de repousser l'attaque de Valeo. Le raid de Valeo est donc repoussé, mais le problème d'ILBO, je vous en avais parlé sur ma vidéo sur Solocal, les pages jaunes, c'est que ça laisse les entreprises lourdement endettées. Donc cela contraint dans les années qui suivent le groupe à se recentrer sur ses activités. Et donc dans les années 90, ils vont tout d'abord céder leurs activités de literie, EPEDA, qui existent encore aujourd'hui au sein du groupe Cofel, qui détient également Bultex. Et par la suite, Bertrand Faure va également céder les valises Delsay et Ratier-Figeac. En 1996, les choses se précipitent pour le groupe quand Michel Thierry, donc ce fameux industriel du textile automobile, décide de vendre ses presque 17% de parts du groupe à Essia, équipements et composants pour l'industrie automobile, qui est donc une filiale de PSA créée en 1987 à partir de 2 anciennes divisions donc, du groupe automobile, les cycles Peugeot et les aciers et outillages Peugeot. Essia donc est actionnaire du groupe depuis cette fameuse OPA hostile de Valeo, et donc Michel Thierry l'est également. Et quand Michel Thierry décide de vendre ses parts à Essia, ce dernier commence à prendre une très forte part dans le groupe. Et cette fois-ci, Bertrand Faure accepte la fusion, et donc les deux sociétés Essia et Bertrand Faure fusionnent en 1998 pour former un nouveau leader européen et mondial de l'équipement automobile qui va s'appeler Bertrand Faure plus Essia, Forestia, on y est. PSA en restant l'actionnaire principal avec 70% du capital. La stratégie du nouveau groupe est de se concentrer sur une gamme plus limitée de produits. On était dans les années 70-80 sur la diversification à outrance, maintenant on est sur le recentrage, il y a toujours des modes un peu en termes de stratégie d'entreprise. Donc voilà, ils se concentrent sur une gamme limitée de produits sur lesquels ils peuvent être leaders, et donc dans ce sens, ils continuent dans les années 2000 les cessions de leurs activités non stratégiques,
et notamment les activités venues d'Essia de production de volants et de motos. En parallèle, le groupe continue également d'étendre sa présence à l'international, au Brésil, en Pologne puis en Amérique du Nord, avec notamment l'acquisition en 1999 d'AP Automotive Systems, qui est le troisième producteur de systèmes d'échappement de ce marché, et l'obtention d'un important contrat de production pour General Motors. L'étape la plus importante de la croissance de Faurecia a lieu en 2001, lorsque la société acquiert la division automobile de Sommer Alibert en France, alors en difficulté, et donc cela vient apporter une nouvelle spécialité à Faurecia, celle des cockpits automobiles. On avait les sièges, on a maintenant en plus les cockpits et les échappements, des systèmes d'échappement suite à cette acquisition américaine dont je vous parlais juste avant. Autre acquisition stratégique, quoique de moindre poids à l'époque, celle d'Emcon en 2009, par le biais de laquelle Faurecia s'implante sur les systèmes de contrôle d'émissions. C'est une activité qui va tirer profit d'un marché européen en pleine expansion du fait de l'évolution du cadre réglementaire, et c'est également un marché qui comporte d'importantes barrières à l'entrée d'ordre technologique, ou en tout cas plus que les sièges d'activité historique de Faurecia. Côté actionnariat, en décembre 2015, PSA passe pour la première fois sous la barre des 50% du capital de Faurecia, et en mars 2021, avec la fusion de PSA et FCA et la formation de Stellantis, PSA redistribue l'essentiel de ses parts restantes auprès de ses actionnaires. Aujourd'hui, depuis moins d'un an donc, on a 85% du capital de Faurecia qui flotte librement sur le marché. C'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre pour le groupe qui est définitivement affranchi de l'actionnariat de PSA. Alors Faurecia aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le groupe figure toujours parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles, avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et plus de 100 000 collaborateurs dans 35 pays. Un groupe vraiment mondialisé et très important. Son activité se structure autour de 4 segments principaux. Le premier, c'est le segment Seatings, l'activité historique donc du groupe ancêtre Bertrand Fort, qui représente 38% des ventes au premier semestre 2021 et 38,5% de l'EBITDA. Ce pôle intègre les systèmes de structure de sièges, les sièges complets et les coiffes et les mousses. Deuxième grand pôle du groupe, Interiors, les intérieurs de voitures, comme son nom l'indique, issus de l'acquisition donc de Sommer Alibert au début des années 2000. Ça représente 31% des ventes au premier semestre 2021 et seulement 23% de l'EBITDA, avec donc des systèmes d'intérieur complets avec une qualité d'intégration optimale, tels que les planches de bord, les panneaux de porte, les consoles centrales dans les voitures et les modules acoustiques. Troisième grand pôle, c'est Clean Mobility, 26% des ventes au premier semestre 2021, mais 39% de l'EBITDA, donc c'est aujourd'hui la première source de profit d'exploitation pour le groupe. Ce pôle, qui remonte donc à la première acquisition dans le domaine des échappements aux États-Unis à la fin des années 1990, puis à celle d'Emcon en 2009, comporte d'une part des solutions de réduction des gaz d'échappement, mais également des solutions carrément zéro émission, en passant notamment par la technologie hydrogène. Alors les technologies hydrogène comprennent des systèmes de stockage de hydrogène et des services de distribution associés qui sont développés en interne, ainsi que des systèmes de piles à combustible qui sont eux produits par Symbio, une co-entreprise qui était détenue originellement par Michelin et dont Faurecia a racheté 50% à fin 2019. Donc voilà, une activité très prometteuse détenue à égale partie par Faurecia et Michelin. Donc ces différents produits liés à l'hydrogène sont destinés à l'équipement de véhicules utilitaires légers, de poids lourds ou encore de véhicules logistiques et portuaires. Enfin, dernière activité la plus récente, Clarion Electronics, qui produit donc des équipements audiovisuels et multimédia, qui représentent aujourd'hui une petite part des ventes, 5% au premier semestre 2021, avec un EBITDA proche de 0. C'est une entité qui a été créée suite à l'intégration de Clarion Electronics qui avait été rachetée fin 2018 par le groupe. Alors ça paraît rien aujourd'hui, mais en fait c'est un moteur fondamental de la stratégie du groupe concernant le cockpit du futur de Faurecia. C'est un pôle qui s'articule autour de 3 lignes de produits, l'électronique embarquée, les technologies d'affichage et les systèmes avancés d'aide à la conduite. Donc comme exemple de produits, on peut citer des autoradios, des systèmes de navigation, de guidage automatique, de localisation ou d'aide à la sécurité avec des caméras à capteur CCD, ou encore enfin des équipements de communication sans fil, des moniteurs, etc. Donc voilà, tout ce qui est lié à la voiture connectée du futur, et Faurecia mise beaucoup sur cette acquisition. Au niveau géographique, on le voit sur ce petit camembert, le groupe demeure centré sur l'Europe et l'Amérique du Nord, avec près des 3/4 de ses ventes qui y sont réalisées. En termes de rentabilité, on relève tout de même que l'Asie joue un rôle crucial, avec presque 40% de la marge opérationnelle. En ce qui concerne le résultat opérationnel, je vous en parlais tout à l'heure, on note que sa composition diffère de celle du chiffre d'affaires. Le pôle Clean Mobility est devenu la principale source de revenus opérationnels pour le groupe, 39%,
tandis qu'il réalise seulement 26% de son chiffre d'affaires. Il s'agit donc de l'activité la plus rentable pour Faurecia, suivie par son activité traditionnelle entre guillemets de production de sièges. Comme tous les autres équipementiers, le groupe dispose d'un nombre limité de clients et près de 2/3 de ses ventes sont réalisées auprès de 4 groupes automobiles: Volkswagen, Ford, Stellantis, formé donc à l'issue de la fusion de PSA et FCA, et Renault-Nissan, Mitsubishi. Donc une vraie question pour l'investisseur, tout problème dans l'une de ces sociétés pourrait avoir un impact important sur les revenus de Faurecia. Un autre point que l'on peut souligner, c'est que le groupe qui est historiquement fournisseur d'équipements à faible valeur ajoutée, des sièges, le groupe s'est maintenant engagé dans une stratégie très intelligente à notre avis, de monter en gamme, notamment en investissant sur l'innovation. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est par le contrôle des émissions, voire l'absence d'émissions, que Faurecia développe son nouveau savoir-faire. Demain, ce sera au niveau des cockpits, pour lesquels il compte proposer des solutions connectées toujours plus sophistiquées. Cette stratégie, on le voit, se réalise essentiellement par le biais des acquisitions. M-Con en 2009, notamment pour la mobilité propre, Clarion en 2018 pour le cockpit. Il est donc crucial pour le groupe de réussir chaque nouvelle intégration pour bénéficier au plus vite des synergies avec ces entités qui sont nouvellement acquises. La question qui se pose aujourd'hui pour l'investisseur qui s'intéresse à Faurecia, une très belle valeur, on le voit, c'est est-ce que cette stratégie va fonctionner? Est-ce que Faurecia va parvenir à réaliser et à intégrer avec succès les entités qu'il acquiert? Est-ce qu'il pourra conserver son rythme de croissance et de marge dans un environnement qui est quand même très concurrentiel, un environnement automobile, très cyclique également? On le voit en ce moment, il est très touché par la crise des semi-conducteurs, surtout que de base, c'est un équipementier avec des marges qui sont structurellement faibles. Alors voilà, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Pour avoir une idée de ce qu'on en pense, nous, chez Hibou, je vous invite à aller lire l'analyse complète sur le site. Vous verrez également une analyse du secteur, des tendances de marché et notre opinion d'achat sur cette valeur. D'ici là, j'espère que ce petit coup de projecteur sur cette belle société qui est pas si connue que ça du grand public vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt avec l'équipe Hibou.